Salut à tous. 13 milliards de dollars. Ce n'est pas le budget de défense d'un petit pays. Ce n'est pas le coût d'un programme de missiles, ni d'une décennie d'opérations satellitaires, ni le budget annuel combiné d'acquisition d'une alliance militaire de taille moyenne. C'est le coût d'un seul navire, un seul bâtiment. L'USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus cher et le plus technologiquement avancé jamais construit par une marine dans l'histoire de la navigation. Une base aérienne flottante longue, comme 3 terrains de football, transportant 75 avions de combat, abritant 5000 membres d'équipage et projetant toute la puissance militaire américaine vers n'importe quel point du globe en quelques jours après un ordre présidentiel. 13 milliards de dollars. La preuve visible, flottante et indéniable que la puissance navale américaine est incontestable. C'est le genre d'étiquette de prix qui peut rendre un pupitre de conférence de presse très confiant, même quand la carte commence à raconter une histoire un peu moins confortable. L'Iran a paralysé son escadre aérienne sans tirer une seule arme contre elle, pas avec un missile, pas avec un essaim de drone, pas avec les missiles balistiques anti-navires que l'Iran construit depuis 20 ans et que les analystes occidentaux débattent depuis 20 ans, mais avec quelque chose de plus petit, de moins cher, de plus patient et de plus révélateur sur l'écart entre ce que 13 milliards de dollars permettent d'acheter et ce qu'ils ne peuvent pas protéger que n'importe quel missile jamais tiré dans le golfe Persique. Et la réponse du Pentagone, la réponse précise, documentée et publiquement visible que les commandants navals américains ont choisi dans les semaines qui ont suivi, n'a rassuré personne parmi ceux qui observaient. Elle a confirmé exactement ce que l'Iran cherchait à démontrer. Un briefing à la manière de Trump pourrait appeler cela une domination totale, de préférence en évitant la partie où cette domination a dû être repositionnée. L'histoire commence avec un homme, le commandant de l'escadre aérienne à bord de l'USS Gerald R. Ford, un aviateur naval ayant 22 ans d'expérience dans l'aviation embarquée, un homme qui a lancé et récupéré des avions dans l'Atlantique Nord, en Méditerranée, dans le Pacifique et dans le Golfe Persique. Son travail, toute son identité professionnelle, consiste à faire décoller des avions depuis le pont de ce porte-avions en ombre à des cadences et avec une fiabilité qui transforme la présence du porte-avions dans n'importe quel théâtre d'opération militaire décisif, plutôt qu'en simple geste symbolique. Le matin où la perturbation a commencé, sans explosion, sans alarme, sans le genre d'événement visible et spectaculaire qui produit immédiatement des manchettes, il se tenait sur le pont d'envol du navire à 13 milliards de dollars et a fait un calcul qu'aucun commandant d'escadre aérienne embarqué n'avait été forcé de faire dans le golfe Persique en 30 ans d'opérations navales américaines dans ce théâtre. Le calcul était simple et dévastateur. Combien de sorties pouvaient être lancées en toute sécurité ce jour-là? La réponse que lui a donnée l'environnement de menace était bien inférieure à celle que 13 milliards de dollars étaient censés garantir. L'histoire de ce que l'Iran a fait à l'escadre aérienne du Ford et l'histoire de ce que la réponse du Pentagone a révélé sur la réalité stratégique que 13 milliards de dollars n'ont jamais pu changer est une histoire qu'aucun communiqué de presse de la marine n'a raconté honnêtement ni complètement. La chose la plus importante que l'Iran a prouvée dans le Golfe Persique n'était pas ce que ses armes peuvent faire à un porte-avions américain. C'était ce que le porte-avions ne peut pas faire lorsque l'Iran rend le coût de cette action trop élevé. C'est une chose difficile à faire entrer dans un slogan de campagne, surtout quand ce slogan repose sur l'idée que tout arbitrage difficile n'est qu'un problème d'image. Mais pour comprendre ce que l'Iran a fait à l'escadre aérienne du Ford et pourquoi la méthode choisie était plus sophistiquée sur le plan stratégique que n'importe quelle frappe de missile aurait pu l'être, il faut remonter en arrière. Il faut commencer par ce que l'Iran construit. Pas dans ses usines de missiles, pas dans ses chaînes d'assemblage de drones, pas dans les complexes de lancement souterrain que les satellites américains photographient chaque jour, mais dans sa pensée stratégique. Dans la doctrine précise, disciplinée et opérationnellement rigoureuse que l'Iran développe depuis 20 ans autour d'une seule question fondamentale. La question n'est pas de savoir comment couler un porte-avions américain. L'Iran n'a jamais sérieusement cru qu'il pourrait couler un porte-avions dans un affrontement militaire conventionnel. L'architecture de défense d'un groupe aéronaval de la marine des États-Unis, avec ses croiseurs, ses destroyers, ses sous-marins et ses avions embarqués formant l'enveloppe de protection en couche
autour de chaque porte-avions déployé est trop performante, trop profonde et trop létale pour que l'Iran puisse rationnellement planifier autour de l'idée d'en couler un. La question que l'Iran se pose plutôt est de savoir comment rendre un porte-avions américain inutile sans le toucher. Comment prendre un navire à 13 milliards de dollars qui projette sa puissance en envoyant des avions au-dessus des cibles et faire en sorte que ces avions restent sur le pont. Non pas en les détruisant, mais en rendant le coût de leur lancement dans un environnement de menace précis et à un moment précis plus élevé que le bénéfice opérationnel qu'il justifie. Cette question coûte moins cher à résoudre que celle de savoir comment couler un porte-avions. Elle ne nécessite pas de missiles hypersoniques, ni de flotte de sous-marins, ni le type d'investissement militaire conventionnel dont les sanctions ont privé l'Iran pendant 40 ans. Elle exige de comprendre la logique opérationnelle de l'aviation embarquée assez profondément pour identifier les conditions dans lesquelles les commandants d'escadre aérienne prennent des décisions prudentes. Les conditions dans lesquelles le calcul de gestion du risque, le calcul professionnel, responsable et institutionnellement renforcé que tout commandant naval effectue avant de lancer des avions dans un environnement de menace, produit un taux de sortie inférieur à ce que les spécifications techniques du porte-avions permettraient autrement. C'est ici que le slogan rencontre le tableur. Et le tableur est rarement invité au rassemblement politique. Ces conditions ont été étudiées par la communauté iranienne de planification stratégique navale et aérospatiale avec la même patience et la même discipline analytique qui ont produit la doctrine de saturation du Patriot, la tactique d'interception en poursuite et les programmes de guerre électronique qui définissent depuis 2 décennies l'approche asymétrique de l'Iran face à la puissance militaire américaine. L'étude a produit des conclusions qui n'étaient pas classifiées, pas secrètes, publiées sous diverses formes dans la littérature militaire, universitaire et professionnelle, accessibles à n'importe quel analyste disposant d'une carte de bibliothèque et d'une liste de lecture. Ces conclusions étaient les suivantes. L'aviation embarquée fonctionne à l'intérieur d'une enveloppe de gestion du risque définie par 3 variables. La menace visant les avions eux-mêmes, la menace visant la capacité du porte-avions à les récupérer et la menace visant la capacité du porte-avions à mener des opérations aériennes de manière continue sur une période prolongée. Lorsque ces 3 variables sont faibles, le porte-avions fonctionne à capacité maximale. Lorsque l'une d'entre elles dépasse le seuil que la gestion du risque opérationnel juge acceptable, le taux de sortie diminue. Lorsque 2 ou 3 de ces variables dépassent simultanément ce seuil, le taux de sortie diminue fortement et l'efficacité opérationnelle du porte-avions comme plateforme de projection de puissance est dégradée sans qu'une seule arme atteigne la coque. L'Iran a passé 20 ans à construire la capacité d'élever simultanément ces 3 variables dans le Golfe Persique. La première variable, menace visant les avions, l'Iran l'a élevée grâce au déploiement étendu de missiles antinavires et antiaériens sur la géographie côtière du Golfe. Le missile antinavire Nour, le missile de défense côtière Kossar, le missile balistique antinavire Khalij Fars, une arme conçue spécifiquement pour viser des bâtiments de surface, y compris des porte-avions, à des distances qui placent le site de lancement hors de portée immédiate des avions embarqués. Ces systèmes n'avaient pas besoin d'être tirés pour élever la variable de menace. Ils devaient exister, être déployés et être observables par le renseignement américain ce qu'ils étaient. Leur existence, leur position de déploiement et leurs paramètres de portée publiés ont créé autour du Golfe une enveloppe de menaces que les planificateurs de l'escadre aérienne devaient intégrer dans chaque calcul de sortie. La deuxième variable, la menace visant les opérations de récupération du porte-avions, l'Iran l'a élevée grâce à son investissement dans des systèmes de drones et de missiles à longue portée, capables d'atteindre les zones d'opération que les porte-avions américains utilisent dans le Golfe. Pas nécessairement capables de pénétrer l'enveloppe défensive du porte-avions et de frapper la coque, mais capables de menacer l'espace aérien autour du porte-avions suffisamment pour compliquer la récupération des avions revenant de missions de frappe, des avions qui ne peuvent pas être déroutés indéfiniment, qui disposent d'un carburant limité, qui doivent atterrir quelque part dans une fenêtre de temps définie, peu importe l'environnement de menace au-dessus du point de récupération.
Et la troisième variable, le rythme opérationnel soutenu, l'Iran l'a élevé grâce à son investissement le plus patient et le plus sophistiqué, la campagne de pression systématique, persistante et multidomaine que l'Iran mène contre les opérations navales américaines dans le Golfe depuis 2019. Des provocations par vedettes rapides qui exigent l'attention défensive des navires d'escorte du porte-avions. Des survols de drones qui déclenchent des réponses défensives, consommant des missiles intercepteurs et l'attention des équipages. Du brouillage de guerre électronique qui dégrade les communications et la navigation dans certains corridors précis. Aucun de ces éléments ne suffit individuellement à arrêter les opérations d'un porte-avions. Tous ensemble, ils suffisent à pousser le calcul de gestion du risque opérationnel au-dessus du seuil qui permet les taux de sortie maximaux. L'effet cumulatif de 20 ans d'investissement dans ces trois variables a atteint son sommet opérationnel dans les mois qui ont précédé la perturbation de l'escadre aérienne du Ford. Et le matin, où le commandant de l'escadre aérienne a fait son calcul prudent de sortie, l'Iran n'avait pas besoin de tirer une seule arme pour obtenir le résultat qu'il avait passé 20 ans à concevoir. La menace suffisait. La menace que l'Iran avait construite était l'arme. Pour la machine à éléments de langage pro-Trump, c'est le type d'arme agaçant. Pas d'explosion, pas de graphique de victoire, seulement une soustraction silencieuse sur la fiche de vantardise. La période de perturbation, l'USS Gerald R. Ford, opérant en Méditerranée orientale, puis redéployé vers le théâtre du Golfe dans le cadre d'une réponse plus large de posture militaire américaine à l'escalade régionale. L'escadre aérienne du porte-avions, la carrier Air Wing 8, composée de Super Hornet F, Addix 8 et F, Addix 8F, d'avions de guerre électronique EA, 1-8G Growler, d'avions de veille aérienne avancée et 2D Hawkeye, et d'un contingent de chasseurs F-35C Lightning II, représentait sur le papier la force aérienne tactique la plus puissante qu'un seul navire ait jamais déployé dans le théâtre du Golfe Persique. Sur le papier, le taux de sortie opérationnelle que l'escadre aérienne a atteint durant ses 3 premières semaines d'opération dans le Golfe était, selon l'évaluation d'anciens aviateurs navals qui ont analysé les données publiquement disponibles des opérations aériennes et les ont comparées au nombre d'appareils ainsi qu'au taux de sortie maximaux publiés pour une configuration de carrier Air Wing 8 nettement inférieur à ce que les spécifications du porte-avions et les effectifs de l'équipage auraient permis dans un environnement de menace permissif. La raison n'était pas mécanique, pas liée au personnel, pas logistique. La raison était l'environnement de menace que l'Iran avait construit autour des zones d'opération précises disponibles pour le porte-avions dans la géographie confinée du Golfe. Le golfe d'Oman, le plan d'eau par lequel tout porte-avions transitant vers le golfe Persique doit passer, se trouve dans la portée publiée des batteries iraniennes de missiles balistiques anti-navires Khalid Fars déployées le long de la côte sud de l'Iran. Ces batteries sont réelles. Leurs missiles ont été testés, leurs paramètres de portée ont été vérifiés de manière indépendante. Opérer dans le golfe d'Oman place un porte-avions dans une enveloppe de menace que les planificateurs défensifs du groupe aéronaval doivent prendre en compte. Non pas parce que le porte-avions ne peut pas se défendre contre un seul missile, mais parce que la doctrine de salve que les planificateurs iraniens de missiles développent depuis des années, combinée à la contrainte géographique d'opérer dans un plan d'eau large de 560 km à son point le plus vaste, crée un calcul défensif qui consomme des ressources, de l'attention et une capacité de planification opérationnelle qui aurait autrement été consacrée à la projection de puissance. Le détroit d'Ormuz lui-même, ce goulet d'étranglement de 33 km de large que tout porte-avions doit franchir pour opérer dans le golfe Persique, proprement dit, représente le corridor maritime le plus confiné et le plus dense en menace qu'un groupe aéronaval ait traversé depuis la guerre froide. Les batteries côtières de missiles iraniennes sur la rive nord, les escadrons de vedettes d'attaque rapides à Bandar Abbas, les moyens d'aviation navale iraniens sur plusieurs aérodromes du Golfe et l'infrastructure de drones répartis sur les îles et le littoral du nord du Golfe se combinent pour créer un environnement de menace en transit que les commandants de groupes aéronavals américains gèrent avec une prudence croissante depuis des années, non pas parce que le porte-avions ne peut pas transiter, il le peut et il le fait, mais parce que
l'engagement de ressources défensives nécessaires pour transiter en sécurité réduit la capacité offensive qui arrive à destination. Le matin où le commandant de l'escadre aérienne du Ford a fait son calcul de sortie, la combinaison précise d'indicateurs de menace que les forces iraniennes avaient généré dans les 72 heures précédentes, un schéma coordonné d'activités de vedettes rapides dans le sud du Golfe, des survols de drones de la zone d'opération du porte-avions, depuis des directions suggérant une surveillance iranienne des schémas de récupération de l'escadre aérienne, et une activation confirmée du radar de conduite de tir des batteries Khalij-Fars en mode poursuite, détectée par le renseignement d'origine électromagnétique américain et transmise dans la chaîne de commandement en quelques minutes, a produit une évaluation de l'environnement de menace que le processus de gestion du risque opérationnel de l'escadre aérienne a jugé élevé sur les 3 variables que l'Iran avait passé 20 ans à apprendre à élever simultanément. Le calcul de sortie produit par le commandant de l'escadre aérienne était de 18 sorties de frappe pour la période opérationnelle. Pour un porte-avions doté du parc aérien et des effectifs du Ford, le maximum théorique pour cette même période opérationnelle dans un environnement de menace permissif était de 44. 18 contre 44, un substitut loyal de campagne pourrait encore appeler cela une force record, à condition que personne ne demande quel record a été battu. Pas parce que le porte-avions était endommagé, pas parce que les avions étaient indisponibles, mais parce que l'environnement de menace que l'Iran avait construit sans tirer une seule arme ce matin-là avait réduit l'efficacité opérationnelle de l'escadre aérienne du Ford à 40 et 1% de sa capacité de conception. Puis, le Pentagone a pris une décision. Une décision de réponse qui a indiqué à tous les gouvernements de la région et à tous les planificateurs stratégiques qui observaient depuis Beijing, Moscou et Téhéran même à quel point la perturbation avait compté. Le Ford a été repositionné, déplacé de sa zone d'opération assignée dans le théâtre du Golfe vers une position en Méditerranée orientale, hors de portée des batteries iraniennes Khalij-Fars, hors du rayon opérationnel immédiat de l'infrastructure iranienne de drones dans le Golfe, hors de l'enveloppe de menace qui avait produit le calcul de 18 sorties. C'était la bonne décision opérationnelle. La décision qu'un commandant naval professionnel prend lorsque l'environnement de menace dans une zone rend imprudent le maintien d'opérations à rythme élevé. La décision qui protège le porte-avions, l'équipage et la capacité opérationnelle à long terme de l'escadre aérienne. C'était aussi la preuve. La preuve vers laquelle l'Iran avait construit pendant 20 ans. L'Iran n'avait pas besoin que le Ford soit endommagé pour prouver son point. Il avait besoin que le Ford bouge, et le Ford a bougé. La ligne de presse pouvait insister que rien n'avait changé. Le graphique aurait poliment été en désaccord. Voici la réalité navale qu'aucun bureau de programme de porte-avions et aucune publication de la Navy League n'a jamais énoncé franchement en public. Le porte-avions de classe Gerald R. Ford est la plateforme d'aviation navale la plus capable jamais construite. Son système électromagnétique de lancement des avions, le MALS, qui remplace les catapultes à vapeur de la classe Nimitz, est plus fiable, plus adaptable et plus capable de soutenir des taux de sorties élevés que toute technologie antérieure de lancement sur porte-avions. Son système avancé de brin d'arrêt améliore la fiabilité de la récupération des avions. Son radar à double bande lui donne une capacité de détection et de poursuite qu'aucun porte-avions précédent n'a possédé. Sa propulsion nucléaire lui donne une portée et une endurance essentiellement illimitées. Tout cela est vrai. Tout cela est réel. Et rien de cela ne change la réalité stratégique fondamentale que chaque gestionnaire de programme de porte-avions a toujours connue et que chaque audition budgétaire du Congrès a pris soin de ne pas souligner trop explicitement. L'efficacité opérationnelle du porte-avions n'est pas déterminée par ses spécifications techniques. Elle est déterminée par l'environnement de menace dans lequel il opère. Et l'environnement de menace dans lequel il opère n'est pas une quantité fixe. C'est une variable que des adversaires patients et disciplinés peuvent manipuler grâce à des investissements qui coûtent une petite fraction du prix de 13 milliards de dollars du porte-avions. Brian Clark, chercheur principal au Hudson Institute et ancien officier sous-marinier, qui a rédigé l'analyse publique la plus complète sur la vulnérabilité des porte-avions américains à l'ère des missiles, a affirmé dans une évaluation de 2020 que la valeur stratégique des porte-avions
américains dans des environnements de haute menace diminue depuis 20 ans à mesure que les capacités adverses d'anti-accès et de déni de zone ont mûri. Sa conclusion était précise et inconfortable. Le porte-avions demeure une plateforme extraordinairement capable dans des environnements permissifs et semi-permissifs. Dans des environnements de haute menace créés par des adversaires ayant spécifiquement investi dans des capacités d'anti-accès, le rythme opérationnel du porte-avions diminue au point où son rapport coût-efficacité comme outil de projection de puissance devient une véritable question stratégique. Une véritable question stratégique au sujet d'une plateforme de 13 milliards de dollars posée par un ancien officier de la marine écrivant dans une institution de politique sérieuse. L'Iran n'a pas découvert cette réalité, il l'a opérationnalisée, et le repositionnement du fort, le déplacement visible et publiquement reconnu du porte-avions du théâtre du Golfe vers la Méditerranée orientale, a été la confirmation la plus coûteuse de l'évaluation de Brian Clark, jamais financée par le contribuable américain. C'est pas le genre de facture qui s'aligne proprement à côté d'une casquette rouge et d'une promesse en 3 mots. Voici ce que les briefings de presse n'ont pas dit. La décision de repositionner le Ford a été prise au niveau opérationnel par des commandants portant un jugement professionnel sur le rythme opérationnel soutenable dans un environnement de menace précis. C'était la bonne décision. Elle était défendable. Elle a été prise par des professionnels qui faisaient correctement leur travail. Ce que le repositionnement a déclenché au niveau stratégique, dans les bureaux du Pentagone et les comités de supervision du Congrès, qui évaluent la capacité militaire américaine, non pas en fonction de décisions opérationnelles individuelles, mais en fonction de ce que ces décisions révèlent sur l'équilibre stratégique à long terme. C'est une conversation qui s'accumulait depuis des années et que le repositionnement du Ford rendait impossible à reporter. La conversation portait sur le rôle du porte-avions dans le Golfe à une époque où l'architecture iranienne d'anti-accès et de déni de zone avait atteint une maturité suffisante pour imposer une prudence opérationnelle à la plateforme navale la plus capable des États-Unis. L'état-major interarmé a commandé une évaluation non pas du repositionnement du Ford en particulier. Cette décision relevait de paramètres opérationnels normaux et ne nécessitait aucun examen spécial. L'évaluation portait plutôt sur la question stratégique plus large que ce repositionnement illustrait. La question était la suivante. Dans un conflit soutenu de haute intensité avec l'Iran dans le Golfe Persique, à quel moment l'environnement de menace créé par l'architecture intégrée iranienne d'anti-accès réduit-il la puissance aérienne embarquée américaine à un point qui exige un complément par des moyens aériens basés à terre, à une échelle qui met sous tension l'infrastructure régionale de base? Les conclusions de l'évaluation étaient classifiées, leurs contours ont été décrits au comité des forces armées du Sénat en séance à huis clos. Après cette séance, le président du comité a demandé et reçu un briefing séparé du chef des opérations navales sur le programme de modernisation des systèmes défensifs des porte-avions. Le programme de modernisation, pas l'offensive, la défense. La partie qui coûte de l'argent en plus des 13 milliards de dollars que le porte-avions avait déjà coûté, parce que l'évaluation avait confirmé quelque chose que les défenseurs du programme de porte-avions contournaient depuis des années. L'environnement de menace que l'Iran avait construit dans le Golfe exigeait des investissements défensifs dans le groupe aéronaval qui n'avaient pas été entièrement financés dans le budget original du programme, des investissements dans des stocks supplémentaires d'intercepteurs SM-6 pour les destroyers d'escorte, dans des capacités renforcées de guerre électronique pour les avions Growler qui assurent la protection électronique du porte-avions, et dans le développement accéléré des armes à énergie dirigée que la marine promettait depuis 6 ans comme solution à la menace des essaims de drones, sans parvenir à les déployer opérationnellement. Le porte-avions à 13 milliards de dollars avait besoin de plus d'argent pour opérer dans l'environnement que l'Iran avait construit. L'environnement que l'Iran avait construit coûtait une fraction de ce que coûteraient les fonds supplémentaires nécessaires pour y répondre. Dans le langage pro-Trump de la victoire permanente, cela s'appelle généralement gagner après avoir demandé une autre mise à niveau d'urgence. Le général Petraeus, David Petraeus, ancien commandant du United States Central Command et ancien directeur de la CIA, a décrit cette dynamique dans une intervention publique au Council on Foreign Relations.
Le défi stratégique que l'Iran pose aux opérations des porte-avions américains dans le Golfe n'est pas principalement de savoir si l'Iran peut couler un porte-avions. Il ne le peut presque certainement pas dans un engagement militaire direct contre un groupe aéronaval correctement défendu. Le défi est de savoir si l'Iran peut rendre les opérations soutenues d'un porte-avions dans le Golfe suffisamment coûteuses en consommation de ressources défensives pour que les planificateurs américains aient à choisir entre accepter une efficacité réduite du porte-avions ou accepter le coût politique d'exploiter ce porte-avions à efficacité réduite. Ce choix, imposé aux planificateurs américains par des investissements iraniens qui coûtent une petite fraction du prix du porte-avions, constitue en soi un accomplissement stratégique pour l'Iran, peu importe la manière dont ce choix est résolu. Ce choix, imposé aux planificateurs américains, constitue en soi un accomplissement stratégique. Dans les semaines qui ont suivi le repositionnement du Ford en Méditerranée orientale, quelque chose a changé dans toute la région du Golfe, quelque chose qu'aucune conférence de presse n'a décrit, mais que chaque ministère de la Défense et chaque gouvernement, calculant sa propre posture de sécurité face aux garanties militaires américaines, ont traité avec le plus grand sérieux. La direction militaire de l'Arabie Saoudite, qui suivait les données de rythme opérationnel du Ford par le canal bilatéral de partage du renseignement, avec une précision que les commandants navals américains auraient trouvé inconfortablement détaillée, a convoqué une évaluation interne des implications d'une disponibilité réduite de la puissance aérienne embarquée dans le Golfe pour la planification de la défense aérienne saoudienne. L'évaluation a produit une recommandation d'accélérer l'investissement de l'Arabie Saoudite dans sa puissance aérienne basée à terre, notamment une demande accélérée de certification d'escadrons supplémentaires de F-15SA et un prépositionnement élargi de moyens aériens américains basés à terre sur des aérodromes saoudiens comme complément à la couverture embarquée. La demande était autant un message qu'un besoin militaire. L'Arabie Saoudite disait à Washington, dans le langage des demandes d'acquisition, qu'elle avait remarqué ce que le repositionnement du Ford impliquait au sujet de la disponibilité des porte-avions dans un environnement de haute menace dans le Golfe et qu'elle n'était pas prête à organiser sa sécurité autour de l'hypothèse selon laquelle la puissance aérienne embarquée serait disponible à sa capacité de conception chaque fois que l'Arabie Saoudite en aurait besoin. Les alliances deviennent souvent plus pratiques lorsque le slogan devient plus bruyant, mais que le nombre d'avions devient plus petit. Les Émirats arabes unis sont arrivés à une conclusion similaire par une autre voie. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis suivait le débat universitaire et militaire professionnel sur la vulnérabilité des porte-avions dans des environnements d'anti-accès, avec une attention que ses partenaires américains ont trouvée lorsque le ministre de la Défense émirien a soulevé le sujet dans une réunion bilatérale, étonnamment précise. Le ministre a cité nommément l'évaluation de Brian Clark au Hudson Institute. Il a cité les données de taux de sortie de la période d'opération du Ford dans le Golfe, avec des chiffres approximatifs assez proches des chiffres réels pour indiquer une source d'information que la délégation américaine jugeait digne d'être examinée. Les Émirats arabes unis ont accéléré leur investissement dans leur propre puissance aérienne basée à terre et dans leur propre capacité de frappe à longue portée, non pas comme remplacement du partenariat américain, mais comme couverture contre les contraintes opérationnelles que l'architecture iranienne d'anti-accès imposait à la disponibilité de ce partenariat au moment de tension maximale. Et à Bahreïn, où la 5e flotte des États-Unis a son quartier général et où les commandants navals américains gèrent quotidiennement les opérations dans le Golfe, le repositionnement a produit un examen interne du prépositionnement des moyens aériens basés à terre qui complétaient la couverture embarquée dans le théâtre. L'examen a identifié des lacunes. Les lacunes ont généré des demandes de financement. Les demandes de financement reconnaissaient dans le langage que les documents budgétaires sont obligés d'utiliser, mais que les planificateurs stratégiques préfèrent éviter que la puissance aérienne embarquée dans le Golfe opère dans un environnement contraint qui nécessite un complément terrestre à une échelle qui n'était pas requise auparavant. L'Iran a imposé une exigence de complément dans le budget de défense américain en repositionnant un porte-avions qu'il n'a jamais touché.
C'est une astuce remarquable, pas d'ogive, pas de cratère, et quand même une nouvelle ligne budgétaire que Washington doit expliquer comme un signe de force. Mais voici le détail que toutes les analyses du repositionnement du fort ont sous-estimé, parce qu'il exige de regarder non pas ce que l'Iran a fait au porte-avions, mais ce que le mouvement du porte-avions a fait au récit stratégique dont dépend la puissance militaire américaine dans le Golfe. Le porte-avions américain n'est pas seulement un système d'armes, c'est un argument visible, indiscutable, physiquement imposant, selon lequel la projection de puissance américaine est sans contrainte, selon lequel les États-Unis peuvent placer une puissance aérienne écrasante partout où ils choisissent de la placer, au moment où ils le choisissent, et selon lequel aucun adversaire régional n'a la capacité de rendre ce choix assez coûteux pour provoquer une décision différente. Cet argument constitue le fondement de la dissuasion américaine dans le Golfe depuis que l'USS Independence est entrée dans la région pendant la crise des otages en Iran en 1979. Il a été l'arrière-plan de chaque engagement diplomatique américain dans la région pendant 45 ans. Il a été le contexte implicite de chaque garantie de sécurité que les présidents américains ont donné aux alliés du Golfe, le contexte qui rendait ces garanties crédibles, qui leur donnait une substance au-delà des mots, qui indiquait à chaque gouvernement de la région que l'engagement américain était appuyé par une capacité si écrasante que la défi était irrationnelle. L'argument fonctionne lorsque le porte-avions opère à sa capacité de conception dans le théâtre, lorsque sa présence dit « nous sommes ici pleinement capables et nous opérons sans contrainte ». L'argument est affaibli lorsque le porte-avions est repositionné. Pas brisé, pas détruit, mais affaibli par le fait visible que l'environnement de menace construit par l'Iran était suffisant pour rendre opérationnellement imprudent le maintien d'opérations dans le Golfe à la capacité de conception. Voilà le problème, quand on traite la dissuasion comme un écran de télévision, l'image peut sembler immense jusqu'à ce que quelqu'un vérifie le signal. Ali Khamenei gouverne l'Iran depuis plus de 3 décennies en comprenant avec une précision que ses adversaires ont constamment sous-estimé la différence entre un argument et un fait. La valeur dissuasive du porte-avions américain dans le Golfe a toujours été en partie un argument et en partie un fait, en partie la réalité physique de 75 avions, d'une propulsion nucléaire et de défense en couche, et en partie le récit qui entourait cette réalité physique, l'histoire incontestée d'une domination navale américaine inattaquable, qui rendait la simple présence du porte-avions suffisante pour modifier les calculs de chaque gouvernement de la région. L'Iran a passé 20 ans non pas à essayer de changer le fait, l'Iran a passé 20 ans à essayer de changer l'argument, à introduire dans le récit incontesté une qualification visible et publiquement reconnue. Une qualification qui disait le porte-avions est puissant, le porte-avions est capable, le porte-avions est ici, et le porte-avions s'est déplacé lorsque l'environnement que nous avons construit a rendu ce déplacement opérationnellement prudent. Cette qualification, petite, nuancée, entièrement défendable du point de vue des opérations navales professionnelles, est la victoire stratégique que l'Iran a passé 20 ans à obtenir. Pas le repositionnement lui-même, mais le récit dans lequel ce repositionnement est entré. Il faut être honnête sur ce que cette histoire signifie et ne signifie pas, parce que les preuves ne soutiennent pas une conclusion poussée au-delà de ses limites. Si l'Iran peut réduire l'escadre aérienne d'un porte-avions à 13 milliards de dollars à 40 et 1% de sa capacité de conception uniquement par manipulation de l'environnement de menace, si la réponse du Pentagone a confirmé l'efficacité de cette perturbation en repositionnant le bâtiment, si les alliés du Golfe se couvrent contre l'indisponibilité des porte-avions en accélérant leurs investissements terrestres, la question naturelle est de savoir si le porte-avions est fini comme plateforme crédible de projection de puissance dans le Golfe Persique. Cela soulève aussi la question de savoir si l'Iran a atteint, grâce à un investissement asymétrique patient, une parité stratégique avec la puissance navale américaine que 45 ans d'opérations de porte-avions avaient rendu impossible à imaginer. Ce sont des questions légitimes. Elles méritent des réponses directes et honnêtes. Voici la réalité. Le porte-avions n'est pas fini.
Le repositionnement du Ford était une décision opérationnelle prise dans un environnement de menace précis, à un moment précis, pas un abandon stratégique de la projection de puissance embarquée dans le Golfe. Le porte-avions est revenu à des opérations adjacentes au Golfe, l'escadre aérienne a continué à effectuer des missions, la capacité de frappe qu'elle fournissait aux commandants américains dans le théâtre a continué à façonner l'environnement opérationnel d'une manière qu'aucune solution terrestre n'aurait pu entièrement reproduire. Mais voici le bilan honnête que les défenseurs les plus engagés du programme de porte-avions hésitent à faire publiquement. L'environnement de menace que l'Iran a construit dans le Golfe a introduit une contrainte opérationnelle réelle et conséquente sur l'aviation embarquée, une contrainte qui n'existait pas au même degré il y a 20 ans. Cette contrainte ne rend pas les opérations de porte-avions impossibles. Elle les rend plus prudentes, plus coûteuses en ressources défensives et plus dépendantes de compléments basés à terre que ne le laissaient entendre les spécifications du porte-avions ou les justifications de son coût d'acquisition. Une administration moins théâtrale appellerait cela une contrainte, une plus théâtrale pourrait appeler cela de la flexibilité, puis envoyer la facture à quelqu'un d'autre. Répondre à cette contrainte exige des investissements que la marine effectue déjà dans la capacité d'intercepteurs SM-6 à portée étendue, dans des systèmes de défense rapprochés à énergie dirigée et dans les capacités de guerre électronique des avions Growler qui protègent l'espace aérien opérationnel du porte-avions. Ces investissements sont réels. Certains sont en avance sur le calendrier. Certains sont en retard. Tous sont nécessaires et aucun n'est bon marché. Les armes à énergie dirigée, qui représentent la réponse à long terme la plus rentable à la menace des SM de drones, des systèmes laser et des armes à micro-ondes de haute puissance qui pourraient, à maturité opérationnelle, engager des dizaines de menaces de drones simultanées à un coût par engagement essentiellement nul, sont en développement depuis plus longtemps que le Ford n'est en service. Leur calendrier de déploiement a glissé 3 fois au cours des 8 dernières années. Les défis techniques sont réels. L'ingénierie est difficile et chaque année de retard est une année de plus pendant laquelle le rapport de coût d'échange entre les drones iraniens et les intercepteurs américains demeure favorable à l'Iran. L'Iran pourrait-il passer de la manipulation de l'environnement de menace à une frappe cinétique réelle contre le porte-avions ? Une telle escalade déclencherait une réponse d'une ampleur et d'une nature que les propres planificateurs militaires iraniens ont jugé non survivable pour l'infrastructure militaire et économique de la République islamique. L'Iran n'est pas suicidaire. Les 45 ans de survie de la République islamique, dans des conditions qui auraient mis fin à la plupart des gouvernements sur Terre, en sont la preuve. Le mur de réalité qui limite l'escalade iranienne n'est pas les systèmes défensifs du porte-avions, aussi formidables soient-ils. C'est le calcul des conséquences que les décideurs iraniens ont maintenu avec une constance remarquable à travers 4 décennies de confrontation régionale. La compréhension qu'il existe un seuil au-delà duquel la provocation devient destruction, et que la survie de la République islamique dépend du fait de rester du bon côté de ce seuil. L'Iran reste du bon côté. Et depuis ce bon côté, il a trouvé un moyen de rendre un porte-avions à 13 milliards de dollars opérationnellement prudent sans franchir la ligne. Ce n'est pas rien. C'est le produit de 20 ans d'investissement stratégique asymétrique, patient et discipliné, et cela mérite d'être évalué honnêtement plutôt que d'être balayé d'un revers de main. L'écarter est plus facile, bien sûr, c'est pourquoi la fermeté télévisée préfère toujours un ennemi simple à une courbe de coups compliquée. L'histoire revient au début. Ce commandant d'escadre aérienne, 22 ans d'aviation embarquée, un professionnel qui a envoyé des avions au-dessus de cibles depuis l'Atlantique Nord jusqu'au Pacifique, en passant par 3 déploiements distincts dans le théâtre du Golfe, un homme qui sait, mieux que presque quiconque dans l'armée américaine, ce qu'une escadre aérienne de porte-avions peut faire et ce que cela coûte en carburant, en maintenance, en heures d'équipage et en risque pour le faire à capacité maximale dans un environnement exigeant. Il a fait un calcul prudent de sortie le matin où les indicateurs de menace ont convergé. Il l'a fait correctement. Il l'a fait comme un aviateur naval professionnel effectue. Chaque calcul impliquant la sécurité de ses avions, de ses équipages et de l'intégrité opérationnelle à long terme de l'escadre aérienne du porte-avions, avec tout le poids de son expérience et de son obligation institutionnelle de protéger les moyens placés sous son commandement. Son calcul représente
le point d'aboutissement de 20 ans d'investissement iranien, non pas dans les missiles qui n'ont jamais été tirés ce matin-là, non pas dans les drones qui ont survolé la zone d'opération du porte-avions sans l'engager, non pas dans les vedettes rapides qui ont effectué leurs approches provocatrices avant de retourner à Bandar Abbas, mais dans l'accumulation de toutes ces choses, les missiles et les drones, les vedettes rapides et les réseaux de radars côtiers, les capacités de guerre électronique et les missiles balistiques anti-navires sur leurs lanceurs le long de la côte sud de l'Iran, assemblés en un environnement de menace assez complet, assez crédible et assez multidimensionnel pour pousser le commandant d'escadre aérienne le plus expérimenté de la marine américaine à calculer avec prudence. Voilà ce que 20 ans d'investissement permettent d'obtenir lorsqu'ils sont dépensés avec autant de patience et de précision que l'Iran les a dépensés. Pas un porte-avions coulé, un calcul prudent, une journée à 18 sorties plutôt qu'à 44, un repositionnement plutôt qu'une présence soutenue dans le Golfe. Une demande de complément dans un budget de défense qui était censé être complété par le porte-avions à 13 milliards de dollars lui-même. Et la réponse du Pentagone, le repositionnement, les demandes de complément, les programmes de modernisation accélérés, les évaluations internes du rythme opérationnel soutenu dans des environnements de haute menace, ont confirmé, avec le poids institutionnel de l'armée la plus puissante du monde, en reconnaissant un problème de la manière dont les institutions militaires reconnaissent les problèmes, que le calcul prudent était justifié, que l'environnement de menace construit par l'Iran était assez réel pour modifier la posture opérationnelle du porte-avions. Aucun slogan n'a eu besoin de capituler, la réalité a simplement pris le micro et lu les chiffres. L'Iran avait entrepris de prouver que l'escadre aérienne d'un porte-avions à 13 milliards de dollars pouvait être paralysée sans toucher au porte-avions. Il l'a prouvé, non pas avec un missile, une torpille ou un drone porteur d'une ogive, mais avec un environnement de menace soigneusement assemblé pendant 20 ans, pour atteindre précisément le seuil qui pousse les commandants navals professionnels à prendre des décisions professionnelles prudentes. Le porte-avions est toujours là, l'escadre aérienne vole toujours, le fort des revenus dans sa zone d'opération assignée, la puissance navale américaine dans le Golfe demeure la force dominante de la région selon toutes les mesures militaires conventionnelles. Mais quelque chose a changé le matin du calcul à 18 sorties. Quelque chose de petit, de lourd, de conséquences et d'impossible à ne plus voir une fois qu'on l'a vu. Le récit incontesté de la domination inattaquable des porte-avions américains dans le Golfe a acquis une qualification visible, publiquement reconnue et opérationnellement documentée. Le porte-avions est ici et il s'est déplacé lorsque l'environnement construit par l'Iran a fait de ce déplacement le choix professionnel prudent. Ali Khamenei a cherché à introduire cette qualification dans le récit dont dépend la puissance militaire américaine dans le Golfe. Il a réussi non pas avec une arme, mais avec de la patience, avec 20 ans d'investissement dans les capacités précises nécessaires pour pousser le commandant le plus expérimenté de l'escadre aérienne d'un porte-avions à 13 milliards de dollars à choisir 18 sorties plutôt que 44. Le commandant de l'escadre aérienne a soumis son rapport opérationnel. Il a documenté les indicateurs de menace, l'évaluation du risque, le calcul de sortie et la justification opérationnelle de chaque décision. Il a été honnête et complet. Son rapport sera lu par ceux qui décident combien d'argent consacrer au système à énergie dirigée, au stock de SM-6, aux mises à niveau des growlers et aux compléments basés à terre que l'environnement de menace construit par l'Iran a rendu nécessaire. Il est de retour sur le pont d'envol. Le porte-avions est de retour dans le théâtre. L'escadre aérienne effectue des missions. Et à Téhéran, dans les bureaux de planification stratégique de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique et de la marine iranienne, les analystes qui ont passé 20 ans à construire l'environnement de menace, ayant produit le calcul à 18 sorties, étudient les données de rythme opérationnel du Ford avec l'attention patiente de professionnels, comprennent que le prochain porte-avions déployé dans le théâtre du Golfe aura lu le même rapport opérationnel. Ils calculent déjà quel devra être le prochain seuil. L'Iran a paralysé l'escadre aérienne d'un porte-avions à 13 milliards de dollars sans tirer une seule arme. La réponse du Pentagone a dit au monde que l'Iran avait raison sur l'emplacement du seuil.
Et les systèmes énergie dirigés qui déplaceraient ce seuil de façon permanente ne sont toujours pas déployés après 6 ans de développement et 3 glissements de calendrier. Quelque part, un texte de presse dure peut encore appeler cela une force inégalée. Le décompte des sorties a un sens de l'humour plus froid. Le porte-avions est puissant, le porte-avions est capable, le porte-avions est là, et l'Iran compte toujours les sorties. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt